Bonjour à tous et merci d'être présents aussi nombreux pour cette quatrième conférence du forum Made in Job. Nous sommes à Marseille en 2018. Je dis ça pour la télé parce que tout ce que nous allons dire va rester pour l'éternité sur le net. Voilà, un bon petit coup de pression. Je m'appelle Sylvia Di Pasquale, je suis rédactrice en chef d'une des rédactions d'un site du Figaro qui s'appelle Cadre Emploi, du groupe Figaro qui s'appelle Cadre Emploi. Et nous allons parler aujourd'hui de la façon, des mille et une façons de rejoindre la filière IT digitale. Des professionnels de la formation et des emplois de ce secteur vont répondre à vos questions, alors d'abord aux miennes, et puis ensuite aux vôtres. Je vous propose de parler des soft skills, donc toutes ces compétences dites douces qui permettent d'accéder à ces métiers, mais aussi et oui, on va parler des compétences transférables, c'est-à-dire celles que vous avez pu avoir dans un autre secteur ou un autre métier, ou une activité associative, ou quand on est étudiant aussi, faire partie d'un club de basket, ça peut aussi donner des compétences en IT digital, vous allez voir. On va parler des programmes de reconversion disponibles, des filières qui recrutent, notamment sur les réseaux sociaux, la data, l'UX, le content aussi, c'est très important, et puis de toutes les carrières possibles dans ce secteur. Alors je commence honneur aux dames, Virginie Lambert-Ferry, bonjour. Je fais un petit tour de table, comme ça je vous présente rapidement tout et vous complétez si j'oublie des choses. Vous êtes directrice générale de Aix-Marseille French Tech, la MFT, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Alors c'est intéressant parce que vous avez aussi été porte-parole de Greenpeace, de France Digital et vous avez été DIRCOM de Europe Écologie Les Verts également. Alors voilà, un parcours plutôt atypique puisque vous êtes aujourd'hui directrice générale de la French Tech. Et puis comme vous avez été formée au centre de formation professionnelle des journalistes, vous allez m'aider pour cette table ronde à poser des questions parce qu'elle est aussi formée aux journalistes. Incroyable. Rejoindre l'IT, il y a plein de moyens et c'est ce que vous allez aussi nous expliquer. Karine Michel. Voilà. Non, c'est vous, pardon, attention. Vous êtes responsable de l'équipe professionnelle Pôle emploi et vous allez nous parler des compétences transférables, justement, d'un secteur à l'autre. Et votre intervention sera complétée par celle de Pierrette Safriwin, voilà, qui est là. Vous allez nous parler notamment d'une méthode de recrutement par simulation très intéressante pour les codeurs. Je fais du teasing pour ceux qui voudraient quitter la salle. Laurence Olivier, voilà, je vous vois ici, vous êtes directrice générale de Marseille Innovation. Merci beaucoup d'être là ce matin également. Alors Marseille Innovation, c'est un incubateur de start-up, mais pas que, vous allez nous l'expliquer. Et votre éclairage portera sur, pareil, la façon de rejoindre le secteur, mais plutôt via les start-up. Donc comment, soit on crée sa start-up, soit on travaille dans une start-up. Il y a des recrutements dans les start-up, mesdames et messieurs, restez avec nous. Fabien Reynaud. Alors bonjour, vous êtes responsable des programmes d'une école d'ingénieurs, d'informatique qui s'appelle l'Epitech et qui propose une formation en 5 ans après bac. Et vous allez plus particulièrement nous détailler les aptitudes, les soft skills dont je parlais tout à l'heure, qui sont vraiment nécessaires pour entrer dans une école et pour faire une belle carrière après. Vous nous détaillerez ça. Michel Riggenbach. Vous êtes responsable de formation au CESI, vous. Alors CESI, c'est un groupe d'enseignement qui fait de la formation initiale et de la formation continue et de l'alternance. Et vous êtes aussi responsable national du titre chef de projet informatique. Chef de projet informatique. Donc pour ceux qui sont tentés par ce type de poste, restez avec nous. Et ce qui m'intéressait en fait dans votre intervention, c'est que vous avez notamment de la formation continue pour reconvertir, avec notamment un programme qui s'appelle la POEC. Que vous menez avec Pôle emploi. Sachons aussi que vous êtes trésorier du groupement Club Informatique Provence. C'est fort intéressant parce que justement à ce titre-là, vous avez vu, vous, plein de parcours dans ce domaine et vous allez pouvoir nous dire à quelles conditions on peut le rejoindre pour se reconvertir. Et enfin, last but not least, alors Aurélien Lecnam, vous êtes président du territoire Aix-Marseille pour Clusir. Clusir, c'est un club de sécurité informatique, c'est ça. Alors, Élie de Travieso devait être présent aujourd'hui et vous le remplacez très avantageusement. Alors, il me faudrait des micros, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des micros avec vous? Voilà, donc prise de parole égale micro, car sinon vous ne resterez pas pour la postérité, ce serait dommage.
Je commence par vous, Michel Riegenbach. Vous êtes, donc je le disais, responsable du du titre chef de projet informatique. Oui. Il est toujours d'actualité, ce titre. Ah, plus que jamais. Oui, mais il a beaucoup évolué, en fait. On entend parler de... Il a énormément évolué parce qu'aujourd'hui, un chef de projet informatique va devoir gérer de multiples projets. Nous sommes en pleine transformation. Ouais. Transformation digitale, donc beaucoup de métiers sont impactés. Est-ce qu'il s'appelle autrement? Est-ce que des entreprises l'appellent, je ne sais pas, parce que chef de projet informatique, ça peut être aussi des product owners, non? C'est pas ça? Oui, aussi, oui. Il y a différents métiers. Là, je vous parle du titre que nous avons, il s'appelle comme ça, donc c'est ce qui est écrit sur le diplôme. Parce que c'est diplômant, évidemment. Alors, quelles soft skills, quelles aptitudes faut-il avoir pour rejoindre ce secteur? Est-ce que vous pouvez nous en détailler quelques-unes qui vous paraissent vraiment indispensables? Tout à fait. Hier, j'ai démarré une nouvelle promotion de chef de projet. Donc, j'avais un groupe d'une dizaine de personnes et on a travaillé justement sur ces savoirs-doux savoir-être, ouais. Et savoir-être, essentiellement. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Alors déjà, quand même une compétence technique à l'origine. On va démarrer quand même par un cursus où on a touché à la technique. Alors les secteurs là peuvent être tout à fait différents. On peut passer du développement, de l'administration. Et là, qu'est-ce qu'on va demander? C'est quelqu'un qui doit être à l'écoute, capable d'écouter, capable de prendre du recul. On le dit souvent, prendre du recul, mais là c'est vraiment une valeur essentielle. Quelqu'un qui va pouvoir mettre en place une organisation et qui va être capable de manager aussi bien sa direction que ses collaborateurs, voire des fournisseurs. Donc c'est un peu toutes ces compétences, toutes ces valeurs aussi qu'on va attendre de ce chef de projet. D'accord. Donc des qualités d'empathie, d'écoute. Tout à fait, l'empathie, de l'écoute, de la réflexion. Et ceux que vous voyez, alors de la nouvelle promotion justement que vous avez inaugurée hier, est-ce que certains ne viennent pas du tout de l'IT? Non, ils viennent tous de l'IT. Tous de l'IT. Chef de projet informatique, donc les prérequis, c'est quand même, comme je disais, un cursus dans le monde informatique, mais j'ai aussi bien des gens qui ont touché la partie réseau, la partie système, la partie développement. Et nous, on va travailler avec eux pour les équiper en termes d'outils de gestion de projet. Et en fonction de la problématique ou du besoin client de leur entreprise, on va pouvoir les accompagner sur ces terrains-là. D'accord. Vous êtes nombreux, donc je suis obligée de faire des signes comme ça. C'est pas très poli, pardon, mais c'est pour attirer votre attention. Virginie Lambert, pour la French Tech ex-Marseille. Qu'est-ce que vous observez, vous, comme moyen de rejoindre ce secteur? Quels sont les parcours que vous avez en tête qui vous semblent particulièrement intéressants à suivre? Finalement, les compétences qui sont nécessaires, que vous voyez justement dans cet écosystème que vous animez? Alors, il y a évidemment besoin de beaucoup de développeurs, donc de formation de compétences techniques, qu'elles soient Bac+2, Bac+3, Bac+5 aujourd'hui, selon le niveau de formation vers lequel vous voulez aller. Il existe plusieurs possibilités. Si on veut aller rapidement vers l'expérience, des formations à Bac+2, Bac+3 sont assez efficaces. Après, la question se pose de savoir si vous n'êtes pas des techniciens, si vous n'avez pas une appétence technique pour l'informatique, si vous n'êtes pas à l'origine quelqu'un qui avait envie de devenir un chef de projet informatique, il y a plein de gens qui n'ont pas ces compétences-là et qui peuvent rejoindre la question, les métiers du digital. Pourquoi? Parce que dans ces métiers-là, on a besoin évidemment de ce qu'on appelle des chefs de projet, qui ne sont pas forcément des chefs de projet informatiques, des gens qui vont faire l'interface entre des compétences métiers et les compétences informatiques. Et évidemment, là, les soft skills sont des éléments les plus déterminants et vont permettre à plein de gens qui n'ont pas forcément à l'origine de formation technique de s'en dispenser. Alors évidemment, il va falloir pour ça quand même essayer de comprendre l'environnement du digital, de l'informatique, etc. Il faut donc une capacité d'adaptabilité forte, en fait, c'est ça en termes de soft skills surtout, c'est essayer de comprendre un monde qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est
aucune école vraiment ne vous apprend cela, si ce n'est l'école de la vie, qui est d'écouter les uns et les autres, d'essayer de comprendre ce que font les autres et d'essayer de retranscrire. Vous êtes en interface dans ces cas-là, et c'est important de développer ces compétences tout au long de la vie. Et effectivement, à l'entrée sur le marché du travail ou durant votre carrière professionnelle, vous voulez rejoindre les métiers de l'IT. Quand on pense métier de l'IT, dans ces cas-là, on pense un peu compétences techniques. Mais si vous voulez rejoindre le digital ou la technologie en général, il existe plein d'autres moyens qui sont ce que vous avez accumulé tout au long de votre parcours. Et cette expérience-là, alors évidemment, on pourrait rentrer dans des détails, mais par exemple, quand on veut concevoir des produits pour ce qu'on appelle une legal tech, par exemple. Une quoi ? Une legal tech. Par exemple. Legal tech, ouais. Une legal tech, ce sont des produits qui vont permettre de révolutionner le droit en termes technologiques, avec les outils technologiques. Vous êtes un avocat. Vous en avez assez d'être avocat. Ça peut arriver, par exemple. Et ben vous voulez muter dans ce monde-là. Vous avez une compétence, c'est celle du droit, vous connaissez le droit, vous connaissez la jurisprudence, les tribunaux, les moyens de droit, tout ce dont les gens ont besoin. Et bien de l'autre côté, par exemple, il y a des entreprises qui sont en train de créer des produits pour améliorer, technologiquement parlant, l'utilisation du droit. Et bien, typiquement, on a vraiment besoin de gens qui sont finalement des spécialistes d'un domaine accolés à des spécialistes techniques. Donc c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais voilà, c'est donc tout à fait transférable et réutilisable. Aurélien Lekman, vous vouliez réagir? Je vous donne la parole juste après. Alors oui, absolument. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est tout à fait vrai. Au fond, l'objectif de la fonction informatique dans une structure, c'est de fournir des outils. C'est-à-dire l'informatique fait des outils pour délivrer un métier. Au fond, si on devait résumer l'entreprise ou n'importe quelle structure à un village médiéval, la fonction informatique, c'est la forge. Et on comprend bien qu'entre un village qui est dans la Beauce et un qui est en Gironde, l'un est spécialisé pour faire des faux, l'autre est spécialisé plutôt pour faire des presses. Et donc, de ce point de vue-là, on a besoin d'apporter de la compétence métier au sein de la fonction informatique, de manière à la rendre plus pertinente et surtout beaucoup plus efficace et adaptée au métier qu'elle outille. Oui, c'est ça, au cœur des métiers. Fabien Reynaud, pour l'Epitech, je vous voyais acquiescer. Collez bien au menton et ça va se déclencher tout seul. Donc je vous voyais acquiescer tout à l'heure sur les soft skills qu'évoquait Virginie. Est-ce que vous voulez compléter justement sur quels sont les soft skills, les capacités? Je ne suis pas sur les diplômes, hein. Je suis vraiment sur les capacités, les aptitudes qu'il faut avoir pour rejoindre ce secteur. Alors, pour rejoindre ce secteur, il faut effectivement, je ne sais pas si on m'entend correctement. On va nous faire un signe si on ne vous entend pas, oui, mais je pense donc, que c'est bon. Pour rejoindre ce secteur, il faut effectivement avoir une motivation forte, être curieux, vouloir créer, alors pour l'informatique, des systèmes intelligents qui vont révolutionner la vie des gens. Il faut avoir une appétence technique, il faut vouloir, en tout cas je parle pour les informaticiens, vouloir créer ces systèmes-là. Et ça veut dire quoi, avoir une appétence technique? Il faut, il faut vouloir coder, forcément. Au départ, il va falloir coder un petit peu pour comprendre comment ça marche. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des besoins à tous les étages. C'est-à-dire qu'avec un Bac+2, Bac+3, vu la demande de compétences informatiques aujourd'hui, il y a de quoi faire. Et donc pour des gens qui voudraient se reconvertir ou rapidement être opérationnels sur le marché du travail, c'est possible. Ils vont s'interfacer avec des équipes, avec des compétences business, avec des compétences design, parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui dans une start-up. Et donc on a besoin de cette compétence informatique qui vient mettre ça en musique, puisque finalement l'informaticien c'est l'architecte du monde digital d'une certaine manière aujourd'hui, de la fonction production. Ça c'est sur l'appétence technique, donc être expert techniquement et aussi à terme être très ouvert. C'est-à-dire c'est la compétence en horizontale, prendre du recul sur les choses, parce qu'on a besoin d'évoluer et dans 10 ans probablement, les informaticiens auront besoin d'évoluer parce qu'il y aura des systèmes qui permettront de se passer d'eux. Tout cas, pour ceux qui sont à moyenne valeur ajoutée. Et donc il est important de comprendre son environnement parce qu'on a besoin d'interagir avec d'autres fonctions dans l'entreprise, parce que l'avènement des startups, que ce soit pour les startups elles-mêmes ou pour les entreprises qui veulent travailler comme des startups aujourd'hui, c'est de décloisonner. Ça veut dire que l'informaticien, il doit travailler très facilement avec les autres, il doit comprendre le métier des autres. Mais ça c'est super intéressant parce qu'en fait on est à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle des métiers d'aujourd'hui, donc on continue de recruter, et vous allez nous le redire Karine, on continue à recruter des informaticiens et des experts IT digital assez classiques finalement, mais ce que vous dites,
le soft skill qu'il faut avoir, c'est finalement beaucoup de culture générale pour s'intéresser à ce qui va arriver après. Donc, vous disiez de l'appétence, à bien comprendre ces environnements. Alors, on appelle ça apprendre à apprendre. Ouais. C'est ce qu'on fait, nous. Le mot-clé, ça y voilà, est. le mot-clé. Mais c'est valable dans tous les secteurs, y compris en informatique. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi demain va être fait. Et quelque part, il faut être capable de s'adapter à un environnement qui est incertain et qui évolue très très vite. Parce que vous le disiez, les machines, justement, le deep learning, c'est ça, c'est apprendre à apprendre. Ce sont des machines qui apprennent on apprend à apprendre et on va un jour se faire remplacer. Pas tous, on ne va pas entrer dans ce débat, mais voilà. Laurence Olivier, je voulais vous passer la parole juste après, je vous repasse la parole à vous, Karine. Je voulais vous passer la parole justement parce que vous évoquiez les compétences indispensables pour rejoindre une start-up. Et vous, justement, au sein de Marseille Innovation, vous avez devant vous un formidable panel à la fois d'entrepreneurs, donc de gens qui viennent se faire aider pour créer une start-up, mais aussi des jeunes, des moins jeunes, qui ont envie de travailler pour ces start-up. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les créateurs il n'y a pas que les créateurs start-up, quoi. Et donc leurs compétences, si on reste un peu sur les soft skills, c'est quoi? Qu'est-ce que vous observez? Alors, nous, ce qu'on observe à Marseille Innovation, c'est deux phénomènes, en fait. Beaucoup de personnes vont créer leur propre emploi et créer une start-up sans forcément être issues du domaine de l'IT. Le deuxième phénomène, c'est l'ensemble des recrutements des startups qui se fait aujourd'hui différemment sans vouloir les opposer aux grands groupes ETI ou PME, mais qui cherchent en effet des compétences qui sont peut-être différentes, qui ne sont pas forcément que techniques et qui vont quelque part aller chercher le fameux mouton à 5 pattes. Là, tout le monde est d'accord, on le cherche tous, mais qui vont surtout chercher l'intelligence, le bon sens, la logique. Pourquoi? Parce que dans une start-up qui se crée, il y a tout à faire. Et on est hyper opérationnel et hyper polyvalent. Hyper polyvalent, opérationnel, avoir envie de participer à une aventure entrepreneuriale. Voilà, ouais. C'est surtout ce qu'ils recherchent. Et beaucoup de start-up aujourd'hui vont recruter un peu à la façon des écoles de code. Je rejoins la méthode Epitech, mais si on prend le cas de l'école 42, le premier test que subissent, quelque part, parce que c'est aussi subi par certains candidats, le premier test subi, c'est plutôt un test de logique, je dirais, et de bon sens, avant même d'aller évaluer ou tester des compétences techniques. Ça ressemble à quoi, ces tests de bon sens? Enfin, quels sont les types de questions? QI. Un test de QI, d'accord. Mais ça ne mesure pas le quotient intellectuel. Mais ça ressemble plus à, peut-être que Fabien peut m'aider, mais ça mesure le bon sens. Voilà, du bon sens. C'est-à-dire qu'ils vont chercher en effet les capacités et relationnelles et humaines et de bon sens chez le candidat pour pouvoir ensuite l'intégrer en effet sur différents métiers IT. Ok, ça me fait penser peut-être à ce qu'il y a dans la méthode de recrutement par simulation dont on va parler tout à l'heure. Justement, il y a des tests comme ça. Les startups d'ailleurs testent aujourd'hui, quand elles recrutent, utilisent souvent ce type de méthode pour tester leurs futurs recrues. Alors Karine Michel pour Pôle emploi, justement si on reste toujours sur cette question des soft skills, des aptitudes, des capacités qu'il faut avoir, donc, par rapport à ce qu'ont dit vos homologues, vos collègues de cette table ronde dans tous les cas, qu'est-ce que vous observez, vous, qu'est-ce que vous recherchez pour les entreprises dont vous vous occupez? Alors, il est vrai que le marché sur l'informatique IT est tendu, on parle de métiers en tension. Tout simplement, ça veut dire qu'en fait, il y a plus d'offres que de demandes et donc les entreprises ne trouvent pas forcément sur le marché la personne, en tout cas formée type Bac+5, sortant de l'école, etc., pour parler des métiers proprement dits de l'informatique. Donc il y a une petite en fait, révolution sur ce secteur qui fait que nous sommes amenés à aller rechercher des compétences transférables et également ce qu'on appelle des appétences. Donc on va parler techniquement de recrutement par compétences. Pourquoi? Parce que vous avez tous, dans vos parcours scolaires et dans vos parcours professionnels, développé soit des savoir-faire, c'est-à-dire vraiment votre bagage technique, scientifique, et ça va pouvoir intéresser les entreprises du secteur, soit vous avez développé d'autres compétences, par exemple, savoir travailler en équipe,
savoir gérer une équipe, savoir communiquer. Et tout ça, ce sont des compétences que l'entreprise va pouvoir également récupérer. On parle donc aussi également d'appétence pour l'informatique, pour la technique. Et ça, ce sont des choses aussi que nous essayons de tester. Donc, il y a des organismes de formation qui ont mis en place un certain nombre de tests pour pouvoir détecter ça, en fait. Et nous avons à Pôle emploi une méthode qui nous permet de recruter non plus sur le critère classique du CV avec quelle formation j'ai et quelle expérience j'ai, mais uniquement sur un critère d'aptitude. Donc là, ça va nous permettre, par exemple, de pouvoir détecter chez vous l'aptitude à devenir codeur par une méthode vraiment propre à Pôle emploi. Là, je vais laisser donc oui, la parole à Pierrette en Safreville, parler parce que après. Cette méthode, en fait, qui s'appelle la MRS, la méthode de recrutement par simulation. Alors, d'abord, question préalable, parce que c'est pas de la pub, hein, c'est pas utiliser ma méthode. En fait, donc vous avez bien compris que cette méthode, elle permet de détecter des aptitudes au-delà du CV. Est-ce qu'elle est utilisée par des entreprises? Et attention, j'aime bien les chiffres. Alors, combien? Alors, la méthode MRS, elle existe pour tout un tas de métiers, non pas seulement pour l'informatique. Et pour l'informatique, elle démarre à peine. Donc, elle a été, c'est très innovant, et donc de ce fait, elle a été déployée actuellement et très récemment par 4 entreprises sur le secteur du Vaucluse en Avignon, qui ont fait participer leurs salariés à ce qu'on appelle l'étalonnage, hein, c'est-à-dire c'est pouvoir adapter le test, enfin l'évaluation à la réalité des entreprises. Et ça y est, on démarre en fait, tout simplement. Voilà, on démarre sur la MRS Codeur. D'accord. Alors, Pierrette, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce test? Parce que ça peut, j'imagine, beaucoup intéresser les personnes du public qui vont y être soumis. On peut dire ça comme ça. Je vais peut-être revenir rapidement sur ce qu'est la méthode de recrutement par simulation, parce que je pense que c'est quand même important de bien la cerner. Donc ça permet à des personnes qui ne sont pas issues, et là on est bien dans le thème de cette conférence, qui ne sont pas issues d'un secteur d'activité particulier, qui se présentent sur un recrutement sans expérience professionnelle et éventuellement sans formation particulière par rapport à un métier, à justement oser aller plus loin et rentrer par cette opportunité sur un emploi. Donc on évalue dans le cadre de la méthode de recrutement par simulation, non pas des compétences techniques, mais ce qu'on appelle des habiletés, c'est-à-dire le terme est déjà utilisé, donc des capacités, des aptitudes, un potentiel qui permet à la personne de s'adapter au poste de travail qui est proposé, qui permet donc de s'adapter au poste de travail, soit directement par l'intermédiaire d'un tutorat en entreprise, soit par l'intermédiaire d'une formation qui est en général assez courte, qui peut être mise en œuvre par Pôle emploi ou par l'entreprise directement. Et d'accord, Pierrette, mais moi je suis pas codeuse. Oui. Codeur, pour moi c'est un truc, j'y arriverai jamais. Vous pensez que je peux avoir des capacités, des habiletés, alors, comme vous donc, dites, à apprendre un métier qui est quand même super technique, quoi? C'est pas un métier, c'est un métier technique, mais pour rentrer sur ce métier, donc Pôle emploi a fait un gros travail avec un certain nombre d'entreprises au plan national, une dizaine d'entreprises qui ont été partenaires, et a mis en place donc cette séance de codeurs-développeurs qui permet justement à des personnes qui n'ont pas de formation en informatique de rentrer sur ce secteur, parce que il est apparu qu'il était plutôt nécessaire d'avoir un certain nombre d'aptitudes, de capacités, que de réellement des compétences techniques pour démarrer dans ce métier-là. Alors, quelles sont ces aptitudes? Alors, les aptitudes qui sont évaluées, ces habiletés, donc il y en a un certain nombre qui sont assez intéressantes. On va pas pouvoir toutes les détailler, mais donnez-nous-en quelques-unes. Voilà, donc je vais juste vous les lister. Donc, respecter des normes et des consignes, prendre des initiatives, communiquer, s'adapter au changement, se représenter un processus, créer, trouver des solutions et recueillir et analyser des données. Donc, comment ça va se passer? Les personnes qui se présentent sur ce recrutement vont passer des exercices qui sont des exercices de simulation, c'est-à-dire qu'on récrée à échelle réduite les tâches significatives que le codeur, développeur aurait à faire
dans son métier, sur son poste de travail. Donc on les recrée par analogie et ça va permettre justement d'évaluer les habiletés nécessaires pour le poste. Donc il y a un certain nombre d'exercices, il y en a Ça dure 6 combien de temps? qui sont très rapides, donc il faut développer, en plus des habiletés que j'ai nommées, beaucoup de rigueur, un certain dynamisme, une logique vraiment très forte et donc la capacité à se concentrer sur des tâches qui sont données dans un temps très limité. Aïe, la capacité à se concentrer. Voilà, être C'est attentif aux normes, aux consignes, se concentrer et réaliser les exercices d'une manière assez dynamique pour pouvoir réussir dans le temps donné. Merci Pierrette pour ces précisions. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà passé une MRS? Est-ce que quelqu'un a déjà passé une méthode? Eh ben non, voilà. Donc ça va peut-être vous arriver. En tous les cas, c'est une méthode vous l'aurez compris, qui se démocratise dans les entreprises. Donc c'est aussi super intéressant de savoir comment ça fonctionne. Ah, il y en a un? Où ça? Une personne Vous avez déjà passé une MRS? Ouais? Bah, attendez, alors on va prendre un micro. Vous pouvez me prêter votre micro? Merci. Ça vous ennuie pas? Nous raconter un peu? Venez me voir. Vous avez sur quel métier? Venez. Ça fait pas mal. Sur quel métier vous avez passé ça? C'était pour... Collez votre micro. Collez votre micro, comme ça. Ouais. C'était pour métier de... c'était pour travailler en salle blanche en fait. Travailler en salle blanche. En salle blanche. Voilà, pour créer des pochettes en fait pour les hôpitaux. D'accord. Les pochettes de sang. Posez votre micro. Vous voyez les pochettes de sang là? Ouais. Les pochettes où le sang, il y a du sang qui circule. Ouais. Voilà, c'était pour créer des pochettes de sang. Et vous avez été embauché ou pas alors? En fait, j'ai réussi les tests de MRS. D'accord. Mais pour l'entretien, j'avais pas réussi, du coup, j'ai pas pu être embauché. D'accord. Bon, on vous entraînera. Mais j'ai déjà passé aussi un autre test MRS, c'était pour la Poste. Ouais. Et comment vous, alors juste une minute, mais comment vous ressentez, comment vous avez ressenti ce test par rapport aux autres entretiens que vous avez passés avant dans d'autres boîtes? Est-ce que vous trouvez que c'est plus utile pour détecter les aptitudes? Oui, c'est plus utile pour détecter les aptitudes. Et voilà, aussi à travers les tests de simulation de MRS, on apprend un peu, on s'attend un peu à ce que le métier va nous apporter en fait. Ah, vous découvrez en plus. Ouais, voilà, on découvre à peu près. Donc en fait, c'est interactif. À partir des tests de la MRS, le métier un peu, on découvre un peu le métier, du coup on sait à quoi s'attendre. Donc c'est une bonne expérience aussi. Formidable. En plus, voilà, je vous ai trouvé un ambassadeur. Merci. Je peux récupérer le micro. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors on continue de faire le tour de comment je peux rejoindre le secteur IT digital. J'avais une question à poser sur les programmes de reconversion disponibles. Michel, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je suis un adulte. Oui. Je parlais tout à l'heure du POEC, c'est ça? C'est vous qui m'avez mis la puce à l'oreille. Ce programme, il sert à qui et il sert à quoi? Alors, il y a différents types de POEC. Il y en a qui sont Ça veut dire quoi déjà? Ces programmes... C'est la colle. C'est la préparation opérationnelle en fait des compétences. Des compétences, tout à fait. Donc il y a plusieurs acteurs. Il y a Pôle emploi, il y a un financeur qui est un OPCA. Ouais. Et un organisme de formation. Donc peut-être parler de la dernière expérience qui est en cours, qui se déroule sur Marseille. Nous avons aujourd'hui dans une session de formation 15 personnes qui n'ont pas le bac. C'était une condition par rapport à des nouveaux projets. Et nous avons recruter ces personnes, pour en revenir peut-être aux soft skills, quels ont été nos critères pour recruter ces personnes? Donc c'était une appétence évidemment pour l'informatique, mais on leur demandait pas de grandes connaissances, mais une curiosité. Est-ce qu'ils étaient allés un peu plus loin que l'interface, un peu plus loin que le jeu? Pour certains, parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes aussi dans cette session de formation. Et leur capacité aussi à apprendre. Fabien le disait très bien, je pense que les organismes de formation l'ont compris aujourd'hui. Et donc on a un parcours qui dure 500 heures en continu. Ah oui. Et c'est financé comment alors? Alors,
Le financement, comme je disais tout à l'heure, c'est un OPCA, un OPCA. Ouais, D'accord. Donc c'est là où cotisent les entreprises pour les fonds de la formation. Ouais, je suis quelqu'un qui veut rejoindre le secteur, donc je m'adresse à Pôle emploi. Tout à fait. Je fais un entretien avec mon conseiller et je lui demande une OPC. Zut, comment ça s'appelle? Une OPCA POEC. Une POEC. Alors il n'y en a pas tous les jours non plus, mais il y a de plus en plus de programmes. Et l'intérêt de ce programme, pour en revenir, c'est que souvent, c'est quoi l'objectif? C'est l'emploi. D'accord. Et pour avoir un emploi, il faut avoir une expérience, souvent. Donc là, on va accueillir des gens sans expérience ou avec une appétence. Et on va les avoir la chance de les avoir pendant 500 heures avec nous. Et on va, sur ces 500 heures, commencer l'apprentissage d'un nouveau métier. Là, c'est le cas de technicien support informatique. Technicien support informatique. Tout à fait. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment une interface cruciale dans une organisation informatique, parce qu'il est face au client et face à l'administrateur, et il doit régler tout ça. Donc je finis, donc c'est 500 heures, d'accord, et derrière, on va leur proposer une année d'alternance, dans lequel ils auront 3 semaines à travailler au sein d'une entreprise et 1 semaine chez nous. D'accord. En formation. Voilà, ça nous Tout ça pour un bac plus 2 quand même à la sortie. Oui, quand même. Ça nous donne une petite idée des programmes disponibles, mais je voudrais pouvoir faire aussi circuler la parole. Aurélien, moi je me posais des questions, je ne sais pas si la salle va être intéressée, mais arrêtez-nous si ça ne vous intéresse pas. Sur la cybersécurité, parce que la cybersécurité, ce sont des métiers qui recrutent énormément. La cybersécurité en ce moment est un marché qui est extrêmement dynamique, et quand on parlait de marché en tension, il est dans une tension extrême. Ouais. Donc j'ai 18 ans aujourd'hui, il faut que je travaille dans la cybersécurité. C'est une question que je posais à chaque fois. Si vous aviez 18 ans aujourd'hui, quelle filière choisiriez-vous? Pourquoi est-ce que j'irais en cybersécurité? En fait, on va parler s'il s'agit uniquement des problématiques de cybersécurité, on va travailler sur 3 métiers principaux. Le premier, c'est d'être exploitant de systèmes de sécurité, donc c'est-à-dire au quotidien maintenir en condition opérationnelle les systèmes de protection. Il y a un second métier qui est un métier qui est beaucoup plus lié à la gouvernance de la sécurité des systèmes et de l'information au sein de l'entreprise. Donc là, on est dans une activité de pilotage, de planification et programmatique de la mise en œuvre des systèmes d'information, enfin des systèmes de sécurité en adéquation avec à la fois les moyens et les enjeux de l'entreprise. Et un troisième secteur qui est très très technique, qui est une spécialité particulière autour des activités de tests d'intrusion, où là on est vraiment sur quelque chose de tout à fait particulier et qui est très technique. Alors, donc ça c'est la première face. Ouais. Après il y a une seconde face où la sécurité en fait c'est pas un objet, c'est une propriété et qui doit s'appliquer à l'ensemble de la chaîne de valeur du système d'information. C'est-à-dire qu'on va la retrouver aussi bien dans les activités de conception, dans les activités de design, dans les activités de développement, dans les activités de test. Et en fait, il s'agit d'acculturer l'ensemble de cette chaîne. D'accord. Et donc, en fait, sur l'intégralité du panel des activités de système d'information, les besoins en sécurité existent. Et donc, ce qui fait que du coup, le besoin est particulièrement prégnant. Et d'autant plus qu'il est nourri ces derniers temps par une actualité qui est extrêmement forte. Ah oui. D'une part, l'actualité, je dirais, a posteriori, et d'autre part par une activité a priori, par la prise en compte des pouvoirs publics et la mise en place d'un certain nombre de dispositifs réglementaires qui obligent aujourd'hui l'ensemble des structures qui opèrent des systèmes d'information à mettre en place des mesures qui soient idoines en termes de cybersécurité. Avec la mise en place du RGPD, ça a finalement aussi impacté alors ça a commencé par la mise en place de la loi de programmation militaire en 2013, en juillet 2013, puis le RGPD, la directive Nice qui va arriver, qui va étendre le RGPD à l'ensemble des structures. Donc on peut dire que c'est un métier qui a de l'avenir, ce sont des métiers qui ont de l'avenir. C'est un métier qui a énormément d'avenir, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais maintenant,
les gros pépins de sécurité ne sont plus du tout réservés à la presse spécialisée, mais atteignent l'ensemble des Absolument. presses généralistes, voire les premières pages des quotidiens nationaux. Ils font très souvent la une, effectivement. Je reviens aux startups avec Virginie et Laurence. Finalement, on le disait tout à l'heure, dans les startups, il n'y a pas que des créateurs d'entreprises, il y a aussi des opportunités d'emploi. Est-ce que vous avez une idée sur Aix-Marseille du nombre d'emplois à pourvoir dans des startups ? Est-ce qu'on a un volume ou pas ? Ouais, ça c'est la question. Non, mais si vous n'avez pas le chiffre, c'est pas très grave. Mais j'en ai quelques-uns. Marseille Innovation accompagne actuellement environ 130 startups sur le territoire. C'est qu'un échantillon parmi l'ensemble des startups du territoire. Donc sur votre échantillon, les startups que nous accompagnons créent environ 300 emplois par an. D'accord. Nouveaux emplois par an. Ouais. Des types d'emplois alors, quel type de poste, évidemment, une start-up a toujours eu une connotation technologique, donc souvent elle va recruter sur ces métiers-là et sur les métiers digitaux, mais pas que. Il faut aussi qu'elle vende. Ouais, il faut des commerciaux, des financiers, des marketeurs. Ouais. Je reviens sur le phénomène aussi de tout à l'heure, et ça rejoint ce que disait Virginie sur l'exemple des Legal Tech. On a aussi de plus en plus de fondateurs de start-up qui créent une start-up qui pourtant a une connotation technologique, sans aucune formation technologique ou IT. Et ça, c'est vraiment un phénomène qui émerge depuis, depuis l'essor du numérique et du digital, donc on va dire sur ces 4-5 dernières années. Nous, on a dû pivoter aussi Marseille Innovation à ce niveau-là parce qu'on avait l'habitude d'accompagner des startups à faire du business. Aujourd'hui, on accompagne des startups sur le digital. C'est-à-dire qu'on va leur mettre à disposition des CTO externalisés pour qu'elles puissent développer leur appli, leur site, leurs solutions. CTO, parce que justement, des directeurs techniques externalisés. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas de formation technique, par contre leur solution l'est. Ou en tout cas, ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre sur leur marché pour répondre à un besoin est une solution technologique. Donc ça, c'est le phénomène qui se produit aujourd'hui. Mais comme dans les écoles de commerce proposent des formations au code et les écoles d'informatique proposent des formations à l'entrepreneuriat. Donc quelque part, tout s'imbrique. Et aujourd'hui, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément, c'est mon avis, être issu d'une formation IT pour créer une boîte ou tout simplement pour intégrer une start-up. Et Fabien, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce qu'il vaut mieux, quand on crée une start-up, dont le cœur de métier est une appli, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux avoir un bagage technique ou un bagage d'école de commerce ou autre ? Ce qu'il faut, c'est avoir de l'empathie pour la problématique qu'on va résoudre. Donc, j'ai pas compris votre réponse. Ça veut dire quoi, avoir de l'empathie ? Il faut avoir envie de répondre à un problème qui touche des gens et après trouver une solution qui répond à ce problème. C'est un processus d'idéation. Et qu'on soit informaticien, lettreux ou designer, ce qui compte, c'est de vouloir répondre à ces problèmes-là. D'accord, mais alors je vais peut-être passer la parole aussi à Virginie. Quelles sont les startups qui ont le plus de succès ? Quels sont les business models de startups qui ont le plus de succès selon vous ? Ou vous, Laurence, est-ce que ce sont ceux qui sont pilotés par des ingénieurs ou plutôt ceux qui sont pilotés par des gens venus d'autres univers ? Ni l'un ni l'autre, les deux, en général. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, par définition, une start-up, comme tout projet entrepreneurial qui va loin, c'est une histoire d'équipe. Donc il faut d'abord une alliance de compétences, d'envie. On le dira jamais assez. Vous ne ferez jamais aussi bien certaines choses que si vous en avez envie. Voilà. Donc si vous êtes moyen intéressé, oubliez, passez votre chemin, ça sert à rien. Cherchez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie d'avancer. Que ce soit technique ou pas, que vous ayez envie ou pas, c'est ça qui compte. Parce que c'est là où à un moment vous mettrez tout en œuvre pour faire avancer votre projet. D'accord. Sur la question juste de l'alliance d'équipe, c'est fondamental. Il faut ce qu'on appelle un CTO. Un CTO, c'est un Chief Technical Officer. C'est des mots techniques, ça veut dire un directeur technique, ça veut dire quelqu'un qui va coder, qui va comprendre l'architecture, les systèmes d'information, etc. Évidemment, sinon vous ne faites pas de la tech.
Vous faites autre chose. Maintenant, il vous faut quelqu'un, c'est ce qu'on a dit, un profil plus généraliste, plus business, peu importe, hein, plus marketing. En général, c'est l'alliance de 2 personnes comme ça qui fait une start-up à l'origine. Voilà. Après, il y a plein de gens qui vont s'adjoindre autour d'eux. Il y a quelque chose qui est très important, et c'est ça qui rejoint la question de l'envie, et c'est peut-être sans doute celle-ci, moi je trouve, qui fonctionne le mieux, c'est quand la start-up correspond à un besoin existant. Ça veut dire que, et si vous portez quelque chose que vous avez vous-même vécu, une difficulté. Je prends l'exemple de quelqu'un qui s'appelle Louise de Villemorin. C'est une jeune femme qui est handicapée. Et Louise a monté une start-up parce qu'un jour, elle a voulu aller à un mariage à la campagne. Elle est dans un fauteuil roulant, elle ne peut pas prendre le train facilement parce qu'au sortir du train, elle ne peut pas avoir une voiture qui soit adaptée à son handicap et qui lui permette de rejoindre l'endroit où elle va aller au mariage. Et bien Louise, elle a fondé une start-up qui prend des voitures entre guillemets en autopartage, qui sont des voitures qui sont spécifiquement équipées pour accueillir des handicapés qui ensuite peuvent faire. C'est une sorte de pool de voitures. Elle est dans la région, Louise ? Elle n'est pas dans la région, non. Je ne sais plus où elle est. Je sais plus. Peut-être à Paris. Je pense que je l'avais croisée à Paris. Mais typiquement, elle a créé la start-up qui répond à son besoin. Et donc, en fait, elle est ce qu'on appelle user first. C'est elle la propre utilisatrice. Voilà, c'est elle, c'est user first. Ça veut dire qu'on doit, d'ailleurs, quand on crée une start-up ou quand on travaille à des produits qui doivent, et en général, on doit répondre à un besoin et se poser la question de savoir ce que le client veut vraiment, quelle est l'expérience utilisateur. Et ça, c'est un des jobs qui recrutent beaucoup dans les start-up. C'est ce qu'on appelle les UX. Ouais. Voilà, c'est les UX, c'est ceux qui vont se poser la question de savoir comment on résout le besoin du client. Alors les salaires ont flambé sur les fonctions UX, je ne sais pas si vous pouvez confirmer. Donc c'est vrai que si on a 18 ans aujourd'hui et qu'on veut rejoindre la filière IT digitale, faut avoir déjà un pied dedans, c'est vrai. Ce métier-là, vous voulez en parler un petit peu ou les autres, je sais pas, est-ce que quelqu'un connaît un peu ce métier de l'UX ? C'est effectivement un métier qui a pris 10%. Un retour, c'est personnel, c'est ma nièce, 20 ans. Débauchée, Londres, débauchée, elle est à Genève aujourd'hui, dans une boîte, alors je n'ai pas retenu le nom, mais des grosses structures. Ce sont vraiment des métiers sur lesquels il y a un réel avenir. Et sa passion, vraiment, c'est d'essayer de penser comme les autres, de ceux qui sont en face, quoi. Et elle travaille aussi bien sur l'image que sur l'informatique. Et ce métier a l'air tout à fait passionnant. On n'aura pas le temps de parler de tous les recrutements sur les réseaux sociaux. Bon, l'UX, on vient d'en parler un petit peu. La data, le content, les besoins en recrutement, Karine, vous pourrez nous confirmer, sont infinis. Je vous laisse la parole, parce que j'imagine que vous avez des questions à poser à nos intervenants. Est-ce que... Samuel, j'ai 3 minutes encore ? Samuel ne m'écoute pas. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous voulez 2 minutes ? C'est très peu. Je ne suis pas issue d'une filière IT digitale et je voudrais rejoindre ce secteur. Vous avez des éléments de réponse avec nos intervenants. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, j'ai une question. Madame, est-ce que je... Oui, merci. Bonjour, je suis Ngachou. J'ai une question sur les startups. Est-ce que vous pouvez partager une information sur le taux de réussite des startups ? Il y a 2 chiffres globalement aujourd'hui en France. Et Virginie le disait tout à l'heure, une start-up c'est avant tout une équipe. Mais c'est aussi des entrepreneurs qui vont s'entourer le plus possible pour essayer d'aller le plus loin possible et le plus vite possible. Globalement, une start-up qui rentre dans des dispositifs d'accompagnement, qui est accompagnée, qui est soutenue financièrement, mais aussi sur... de nombreux points, c'est-à-dire avec des partenaires qui lui sont utiles au quotidien et qui vont l'aider en effet à lui proposer une boîte à outils pour grossir le plus vite possible, inverse la statistique nationale et globalement à 80 à 90% de chances de réussite après 5 ans d'existence. Mais là, je dirais que c'est pas un chiffre qui est propre aux startups, c'est un chiffre qui est propre à toutes les entreprises, c'est-à-dire savoir s'intégrer à son environnement et avoir la capacité de travailler en équipe avec l'ensemble des partenaires qui lui sont utiles.
Juste, compléter, Fabien, je voudrais rajouter quelque chose sur les facteurs clés de réussite. Ça a été dit, c'est l'équipe, c'est avoir une compréhension de la problématique qu'on a envie de résoudre. C'est aussi la capacité à travailler de manière très intense. Une start-up, c'est une équipe qui fait beaucoup, qui fait vite et qui évolue de manière itérative pour améliorer sans cesse son produit. Donc je pense que la bonne nouvelle pour les gens qui veulent intégrer cet écosystème, c'est qu'il y a beaucoup moins de freins qu'avant pour intégrer un écosystème qui est très dynamique. Il y a une pénurie d'aptitudes et de compétences. En revanche, il faut aussi avoir conscience que c'est très exigeant et il faut vouloir faire beaucoup, il faut être capable de faire beaucoup dans des temps réduits. On parle de rush. Des fois, il faut être capable de travailler toute une nuit pour terminer un projet. Et sachez que dans les formations qui sont nombreuses aujourd'hui dans le domaine du digital, vous voyez ces formations qui proposent une forte intensité aussi sur les 15 jours, 3 semaines par exemple, parce que c'est un moyen de progresser très vite. Et on est dans un monde qui évolue vite, et donc il y a un niveau d'exigence par rapport à ça qui est quand même fort, je tiens à le dire. Et pour compléter vos réponses, donc on parle beaucoup de pénurie dans l'IT et le digital. Alors c'est un mot qui commence à être contesté dans le débat national, parce qu'en fait, c'est pas qu'on manque de personnes, c'est parce qu'il y en a, et je suis sûre que parmi vous, il y a aussi des gens qui travaillent dans l'IT et le digital et qui sont au chômage. Voilà, ça arrive, même des jeunes, et surtout des moins jeunes. Donc ce n'est pas une pénurie, en fait, ce sont les entreprises qui font les difficiles. Et c'est pour ça que j'ai orienté le débat vers les soft skills, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se poser la question de savoir pourquoi les entreprises ne veulent pas de nous, pourquoi l'entreprise ne veut pas de ma compétence, enfin, ce qui est ma compétence. Ben, souvent, c'est un problème de comportement. C'est un problème de comportement. Et Virginie va compléter. Je pense que ce que recherchent les entreprises, tout employeur en général, c'est l'agilité. Et ça, c'est très propre aux startups. C'est quelque chose qui fait que c'est le contraire des cadres existants. C'est l'idée que vous allez sortir à un moment de votre zone de confort. Et ça, c'est vrai pour les startups. Ouais, c'est peut-être un petit peu moins vrai pour des entreprises plus institutionnelles ou corporate. C'est vrai, probablement, mais encore qu'elles sont en train de muter. Pourquoi ? Ouais. Parce que les jeunes aussi veulent en fait sortir de leur zone de confort. Ouais. Ils sont habitués à cette espèce d'agilité. Ils ont commencé, et comme il y a une insécurité du marché de l'emploi, par définition, on doit tous un petit peu muter, s'adapter. Et donc on doit être agile. Et cette agilité dont parlent toutes les entreprises. Moi, j'interviewe des entreprises à longueur de temps, donc toutes les entreprises ont ce mot à la bouche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne mettent pas toutes la même signification sous ce terme. Et donc, vous pouvez être agile pour une boîte et pas du tout pour une autre. Donc, mon message avec vous, c'est continuer à chercher parce qu'il y a forcément la bonne boîte pour vous. Donc, ne pas s'arrêter. Pardon, c'est les conseils cadre emploi, mais ne pas s'arrêter à une entreprise qui vous a dit non. Et ça peut être une start-up, une grosse boîte, une PME, ça peut être Pôle emploi qui vous aura dit bah non, vous n'êtes pas faite pour cette boîte, mais il faut continuer à chercher parce que c'est encore une fois une question d'attitude, de comportement, et on ne peut pas plaire à tout le monde, au-delà des compétences. Hein. Et les grandes entreprises s'inspirent des organisations des start-up pour continuer à être agile et à continuer à s'adapter à un marché qui bouge très très vite. Donc en fait, si les grosses entreprises continuent à garder les silos et à continuer à travailler comme avant, elles prennent le risque de se faire manger par des entreprises plus petites qui apportent une innovation. Donc en fait, le modèle start-up, soit on le vit dans les start-up, soit on va le vivre dans les entreprises d'une certaine manière. Le très bon exemple, c'est Accor et Airbnb. Voilà, Accor qui a trop attendu avant d'adapter son modèle, et Airbnb qui est arrivé sur ses plates-bandes et qui a commencé à faire son nid, qui est aujourd'hui beaucoup plus gros qu'Accor. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement l'agilité c'est le maître mot. Merci infiniment à tous nos intervenants. Vous allez pouvoir continuer à leur poser des questions si vous le souhaitez, mais là il faut que je libère le plateau parce qu'on a des horaires à respecter. Merci infiniment à vous et merci à vous d'avoir écouté.